soutien qui retrouve à l'intérieur champ. Rodriguez maintenant, la balle pour Blanco. Blanco pour le tir. Il y a un truc qu'il ne faut pas faire. Mais ce jour-là, envers et contre tous, il fallait déclencher une générale. Vous l'avez marqué cet essai ou pas? J'ai encore la ligne entre les yeux et le ballon dessus. Vas-y Olivier, il a Bernard avec lui, il va peut-être marquer. C'est Philippe Bernard. Et c'est Bernard, c'est fabuleux. Wilkinson de droite de gauche. Réussi à C'est fini. Il faut aller jouer en touche, Jean-Baptiste. C'est ce qu'il fait. Ils avancent maintenant. Quelle image. Ça monte, c'est pris, monsieur Joubert. L'humiliation, c'est le mot qui revient le plus souvent en une de la presse française aujourd'hui. On n'a pas besoin de starlet. Hein. Terrible. Merde. On se prend pour qui? Tu m'emmerdes avec ta question. L'édition de 1991 fut très éclatée, puisqu'elle se déroula dans 5 pays, ceux du vieux tournoi évidemment, avec une finale à Twickenham. Elle fut gagnée par l'Australie, avec un succès finalement attendu, tant on sentait les Wallabies en constante progression. Le parcours des Bleus de Serge Blanco, du duo de coach Dubroca Trio s'arrêta très tôt. Il faut dire que la préparation avait été très perturbée par le climat de crise qui régnait à la FFR. Ça commence à la tête de la fédération. Albert Ferras a annoncé qu'il ne serait plus président. La guerre pour sa succession commence. Dans ce contexte, un groupe de présélectionnés doit faire une tournée de préparation. Mais personne à la FFR ne semble prêt à l'organiser et surtout à la financer. Finalement, c'est Serge Kampf, patron de Capgemini, encore une fois, qui met la main à la poche pour envoyer les Bleus au Colorado. Un séjour qui se déroule dans une ambiance détestable. Les premières lignes s'accrochent régulièrement aux entraînements et ça tourne parfois à la bagarre. D'un côté, les Béglés, champions de France, Gimbert, Moscato et Simon, brillants et arrogants. Ils étaient fous furieux, les Béglés. Non mais la première ligne, c'était quelque chose de gigantesque, c'était titanesque. Ça foutait la chair de poule. Ils dégageaient une violence. De l'autre, les anciens, solides mais vieillissants, Marocco, Lascubé et Ondarts. À l'évocation de ce souvenir, ce dernier s'emporte. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez me faire dire là, mais par contre, moi je sais comment c'est, il n'y avait pas de préparation. C'est pas la peine de revenir dessus, il y a rien du tout. Comment vous voulez gagner des matchs, alors que 2 mois avant, on ne savait même pas qui c'est qui allait jouer. Je ne sais même pas si c'était une Coupe du Monde ou une Coupe Province. Il n'y avait pas de préparation. L'équipe de France revient donc des États-Unis avec plus de doutes que de certitudes. Lorsqu'il faut établir le groupe définitif, les 2 entraîneurs s'opposent. Daniel Dubroca finit par publier une liste dont les Béglés sont exclus, une liste avec laquelle Jean Trio n'est pas d'accord. Aujourd'hui encore, le co-entraîneur parle d'un coup de couteau dans le dos. J'ai été désavoué sur le choix de certains joueurs et ça a créé un peu un climat un peu de méfiance et un a priori qui, sur le plan de la confiance générale dans la préparation de cet événement, n'était pas de bonne aloi. Des entraîneurs qui ne se font pas confiance, une préparation ratée, une fédération tiraillée par des luttes de pouvoir, tous les éléments sont réunis pour que la France rate sa Coupe du Monde. L'événement sur TF1, la Coupe du Monde de rugby avec B2B, le saucisson sec de Justin Bridou. Ceci dit, la poule était facile. Roumanie, Fidji, Canada. Ça reste pour moi quand même un très bon souvenir, voilà, une victoire. Je marque mon premier essai en Coupe du Monde et voilà, je me souviens que la première mi-temps était compliquée, mais la deuxième mi-temps on avait déroulé et avec une victoire assez facile. C'est simple, on a été la génération, pas la génération, mais le groupe qui a été sacrifié pour des raisons de responsabilité au niveau de la fédération. Les ambitions de chacun sont passés au-dessus de l'intérêt de l'équipe de France. C'était la 2e Coupe du Monde de rugby. L'état d'esprit peut-être commençait un petit peu à changer, même chez nous, hein, même au niveau de notre équipe. Hein. Il y avait des situations qui n'étaient pas forcément aussi nettes qu'on voulait le laisser apparaître. Et puis, je crois qu'on n'a pas fait une préparation véritablement qui soit
sans reproche, voilà. Je crois qu'on a confondu pas mal de choses. Et alors après, bon, on a essayé de lancer cette Coupe du Monde. Ça a plus ou moins bien marché. Bon, on a gagné 3 matchs, certains avec un petit peu de difficulté. Cette Coupe du Monde fut marquée d'entrée de jeu par l'exploit d'une nouvelle nation, les Samoa. Ces Polynésiens, dont on parlait alors très peu en Europe, avaient fessé le très médiocre Gallois à l'Arms Park pour mettre un peu d'exotisme en quart de finale. Ils furent accompagnés par de tout aussi surprenants Canadiens, capables de prendre le dessus sur la Roumanie et les Fidji, 2 nations au passé plus glorieux. En l'absence, encore, de l'Afrique du Sud, il y avait une place pour ce genre d'invités surprise. Les Canadiens, difficiles à manœuvrer, furent de braves opposants face aux All Blacks lors du quart de finale de Lille. On se retrouve en quart de finale, le match idéal, parce que le lieu idéal en tout cas, le Parc des Princes. Et puis jouer un quart de finale contre l'Angleterre, notre ennemi héréditaire, chez nous, on avait tout pour réussir. Mais le quart de finale joué au Parc des Princes fut un cauchemar. L'Angleterre donna une leçon de rugby rude, pragmatique et efficace, en usant de la carte de la provocation, face à des Français très épidermiques. Un match irrespirable. Il y a un truc qu'il ne faut pas faire. Mais ce jour-là, envers et contre tous, il fallait déclencher une générale. Les Anglais savaient pertinemment que la seule façon qu'ils avaient de gagner, c'était de faire en sorte qu'on s'énerve, et ils y sont arrivés. Vicieux, provocateur et même calculateur, une entreprise de destruction est mise en place. Le plus terrible, ça a été le plan anti-Blanco, quoi. Il y a sur la tête de Blanco un contrat. Le 15 de la Rose va le respecter à la lettre. Blanco, le symbole, l'âme de cette équipe, est à terre. C'est Bishop qui a arbitré le match. À un moment, il a appelé Serge, il m'a appelé. J'ai observé Serge, il tremblait. J'ai tourné la tête, regardé les avants français, tous tremblaient. Il y a une chose que je ne comprenais pas. Vous, les Français, toutes les semaines, vous jouez un rugby plus physique, plus dur que nous. Vous savez comment ça se passe. Ne pas réagir. Mais les Français, ils se rebellent toujours. C'est vrai qu'il aurait mieux valu que j'attrape pas le ballon, comme ça personne ne m'aurait touché. Mais j'ai été puni, j'ai été châtié, on m'a marché dessus, on m'a zébré le dos. C'était évident pour nous. Blanco était l'un des plus grands joueurs au monde. Alors si vous le laissiez jouer, il était incroyable. Alors on s'est dit, on va se le faire. Good solid heel, that's what they're looking for. Rob Andrew putting it high again. They're going to try and test out Blanco early on. He's dealt with that one really well though. Penalty to France. Good start though by England, John, and straight away it's Skinner and Shaw facing up to each other. Je me souviens bien de cette chandelle sur Serge Blanco, Elle Slip ou Elle Sop, je me souviens plus son nom, le 3/4L, qui vient et qui fait un plaquage, un retardement de 5-6 secondes sur Serge Blanco, et puis ça part en vrille complètement. Blanco marks it. Heslop hits him and is immediately floored. Now there's always a difficult situation at the end. Mais tu t'aperçois que tu as un arbitre qui à l'arrivée, n'est pas d'une honnêteté exceptionnelle, quoi. Moi je suis un peu bousculé et que j'ai le malheur de me rebeller avec mon ami Eric Chapp, et que l'arbitre nous menace de me foutre dehors à moi. Je crois que c'est même pas un cauchemar, c'est autre chose, mais de temps en temps on le voit dans le rugby. With Ruma at the front against Stanford. Good win for England. Carling wide there to Guscott. Lovely break by Guscott. And it's a try for England. In the corner, Rory Underwood. Il y a eu quelque chose de vilain. Il y a eu un coup de pompe. Il y a eu un coup de pied sur Marc Cessillon. Regardez bien. Là, il va aller au sol, Marc Cessillon. Là, c'est le 8. Que s'est-il passé?
là, et là, le coup de pied de Peter Winterbottom dans la tête de Marc Sessillon, c'est juste innommable et ça mérite l'expulsion. Ça mérite l'expulsion. Winterbottom, un coup de pied dans la tête d'un joueur au sol. Comment l'arbitre ne sanctionne-t-il pas ça? Comment le juge de touche ne l'a-t-il pas vu? C'est dommage parce que bon, on aurait pu les battre. Le match, j'ai encore le scénario du match en tête. Hein. On revient à 10-10. Lacroix puts up the big ball to Webb. And it bounces loose. There's room out there on the left now. Galtier. And a try for France in the corner. Jean-Baptiste Lafond. On a des temps forts, on ne marque pas et les Anglais sont quand même très, très organisés, très rationnels comme d'habitude. Ils arrivent à marquer un essai sur une chandelle tapée sur Jean-Baptiste Lafond. A little chip over the top from Richard Hill. Heslop is up there. It can't be marked because Lafond had to jump. They've driven him over. It looks like a try. It is a try. John Webb with the conversion. And it's over to 19-10. And England have done it. Their biggest hurdle so far overcome. The French can't believe it. They've been beaten at home at the Parc des Princes. The look of relief on the... Après, on s'aperçoit petit à petit, quand on avance dans le temps, que peut-être il y a des barrières qu'on ne peut pas franchir. Vous savez, quand il y a une finale qui se déroule, enfin ça c'est personnel, hein, c'est Serge Blanco. Quand on a une finale qui se déroule à Twickenham, bon voilà, on se dit que si l'équipe d'Angleterre quitte la compétition en quart de finale, peut-être que ça va faire bien moins marcher la billetterie. Donc, voilà. Je pense qu'on était moins talentueux que les nations qu'on a rencontrées parce qu'ils nous ont battus et de façon tout à fait normale. Hein. Alors on peut toujours dire que le match au Parc des Princes contre les Anglais, il y a eu le plan anti-Blanco et ainsi de suite, mais quand tu es compétiteur, il faut aussi accepter qu'il y ait des gens qui à un moment donné soient plus forts que toi. Je sais pas, non, moi je bannis cette notion, le pognon, les béglés. Les béglés, ils sont comme tout le monde, quoi. Je veux dire, ils avaient autant envie que les autres de faire des bons matchs et de gagner les matchs. Superbe, c'est bon le rugby. Afrique du Sud, 1995. Nelson Mandela dirige depuis un an un pays où l'apartheid constitue encore une plaie béante. Pour réunifier son peuple, le président Mandela a besoin de symboles forts. La Coupe du monde de rugby, c'est une occasion extraordinaire de réunir les Blancs, dont c'est le sport national, et les Noirs. Cette édition est la dernière de l'ère amateur. Le rugby commence à intéresser les télévisions du monde entier et une équipe est l'objet de toutes les attentions, les All Blacks et leur redoutable trois-quarts centre, John Alomu. Derrière eux, les favoris traditionnels de ce jeu, dont les Français. On arrive à cette Coupe du Monde très confiant, avec une équipe et une ossature, je dirais, très très puissante. Et on était, il faut le dire, parmi les équipes favorites de gagner ce mondial. On est invaincu en hémisphère sud. On gagne la série de tests en Argentine, on gagne la série de tests en Afrique du Sud et on gagne aussi la série de tests en Nouvelle-Zélande. Philippe Saint-André. Saint-André pour une relance. Philippe Saint-André pour une relance. La balle est pour les Français. Voilà, ça repart. Ça repart, il y a le surnombre. Il y a le surnombre Benazi. La passe pour Tamac. Il y a Philippe Sella là-bas. Il y a Cabane. Il y a Deleg. Et il y a peut-être un essai au bout. Bah oui. C'est l'essai de la victoire. C'est l'essai de la victoire. Essai de Sadourny. Et l'équipe de France gagne le match. C'est un exploit historique, voilà. Et ben c'est inoubliable. Ah, c'est énorme. Je réalise pas parce que je suis content, j'ai gagné 2 tests, mais je ne comprends pas encore l'impact qu'il peut y avoir de gagner 2 tests en Nouvelle-Zélande. À travers cette tournée-là, il s'est passé beaucoup de choses, mais humainement, on a construit un groupe qui était pour moi un des meilleurs groupes pour la Coupe du Monde 95. Tout se passe plutôt bien, même si on a un parcours un peu chaotique, hein, avec du facile, comme
la Côte d'Ivoire, avec du plus difficile, plus étriqué, les Tonga, de la dernière seconde contre l'Écosse. Mais on se qualifie, on suit notre parcours, donc on monte en puissance. There's a suddenly into the 22 to Caban, and there's a San André, the captain. Oh, that's typical France rugby. Rien et le jeu repart d'ailleurs très vite. Ça c'est peut-être laissé. Ballon là-bas pour le numéro 12 Lacroix. Et c'est de Thierry Lacroix. Marque de Rougemont. Et on attaque de leg pour Thierry Lacroix, pour Franck Ménel maintenant pour Arnaud Coste. Arnaud Coste qui va aller à l'essai, qui donne à Abdelatif Belhadi. Et c'est l'essai. Bien joué. Voilà, et on joue peut-être une tentative de drop. On repart là-bas pour Christophe Delot. Oui, essai de Sébastien Viard. Voilà. On joue, on enchaîne, voilà. Franck Ménel qui revient, qui repasse à l'intérieur. Franck Ménel qui redonne maintenant sur Abdelatif Benassi, qui a donné sur Christian Califano toujours, qui se retourne, qui peut libérer son ballon, et on repart. Delot pour Franck Ménel, ouais, et c'est Sébastien Viard pour Thierry Lacroix, et c'est... Bon, les journées étaient longues, à part les entraînements et les parties de cartes et l'osmose qu'il pouvait avoir avec ce groupe qui était exceptionnel. Et donc on avait décidé, les trois quarts, de se raser la tête. Comme ça, les photos qui avaient été prises en France n'étaient plus bonnes. Bon, à part Philippe Sella, qui était l'ancien, qui était notre mentor et qui était sûrement le meilleur joueur au monde, on lui avait laissé un petit centimètre, mais sinon, voilà, on s'était tous rasé la tête. Bon, c'était un moment de... On arrive. Toutes les têtes d'œufs qu'on avait vues en 95, on avait bien rigolé. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue au stade Lotus Hersfeld de Pretoria, où dans quelques secondes, l'équipe d'Écosse que vous voyez rentrer sur la pelouse affrontera l'équipe de France pour le dernier match des poules de qualification de cette Coupe du Monde de rugby. Les enjeux de ce match, vous les connaissez. Si les Français gagnent, ils auront un quart de finale relativement facile face au vainqueur du match Galles-Irlande de demain. Et bien, si les Français perdent, ils seront obligés de rencontrer la Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande qui a fait un gros effet depuis le début de cette Coupe du Monde. Ballon pour Red Pass, Chalmers qui part petit côté, Chandelle de Chalmers, vous voyez, pas de risque du côté de l'équipe d'Écosse. Balle déviée par les Français avec un ballon pour Philippe Saint-André qui redonne sur Émile Ntamak. Remonte Émile, voilà, il faut remonter, il faut donner, non, il revient à l'intérieur, Émile Ntamak, il repart à côté avec Abdel Benazi, Émile Ntamak toujours, c'est magnifique, c'est en train de faire Émile Ntamak sauter là-bas pour Christophe Delan, pour c'est là qui a radonné sur Sadorni, on revient à l'intérieur avec Olo Caban, on est à 22 mètres à la ligne de but écossaise, ballon pour les Écossais, avec une balle pour Olivier Roumat, qui est à quelques mètres seulement de la ligne de but écossaise. Oh là là, quelle action! Parce qu'Aubin aurait dû donner ce ballon plutôt que de jouer au pied. Et coup de pied des Écossais, donc qui ne va pas trouver la touche, qui va trouver Jean-Luc Sadorni du pied gauche. Chandelle, Jean-Luc Sadorni, il faut suivre, balle reprise par Red Pass pour Gavin Hastings, oh là là, pris par Robin Weber qui redonne maintenant sur Wainwright, essai écossais, quelle faute! C'est une pénalité très importante, s'il la passe on peut revenir, on peut espérer, sinon on est au frigo. Et on va en quart de finale contre les Blacks, mais ça sera un très grand match. On les a battus l'an dernier 2 fois, hein, Patrick. Oui, mais moi j'y pense. Hein. Enfin, j'aurais quand même préféré jouer contre les Gallois ou contre les Irlandais. Ce coup de pied de Thierry Lacroix qui tape, le ballon s'élève et passe, voilà. Et ça se joue tout, peut-être pour un essai et peut-être pour la victoire de la France. Dernière seconde, exceptionnel, quel suspense. Peut-être dernière occasion pour les Français. Vous ne voyez pas qui marque, mais vous vous rendez compte s'il marque. Aïe aïe aïe. Patrick, il faut que tout le monde aille dans la ligne. Ah oui. Il n'y a plus de couverture défensive puisqu'il reste quelques secondes à jouer. Allez, c'est tout ou rien. Jean-Michel, Jean-Mimi sur Roumat. Voilà, Roumat, Aubin, et on donne la balle à côté, Christophe Delot, Thierry Lacroix, on joue. Émile Ntamak qui est retourné hors jeu. Attention, non, balle pour les Français. Voilà, Aubin, petit côté, Aubin. Balle, oui, pour Sadorni ou pour Sella à l'intérieur. On est à quelques mètres de la ligne de but écossaise. Balle toujours pour les Français, me semble-t-il. Aubin récupère ce ballon.
Balle pour les Français avec une mêlée. On refait la mêlée, attention première ligne. Et le pas de Français recule, vite. Oui. À la main, joue là. Joue Aubert. Mais joue. Ils ont une combinaison avec les avants peut-être, Patrick. Laquelle? Vous allez la voir. Allez, ça c'est les trois quarts pour le moment. Balle pour Abdel Benazi. On est à 1 mètre seulement. Ballon pour les Français. On va marquer. Peut-être l'essai. Peut-être. Et c'est peut-être le Tabac. On va marquer. Patrick, extraordinaire. Extraordinaire. L'équipe de France qui marque ici. C'est le délire. C'est fou. Oh les Français. Oh là 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 là. C'est fabuleux. Bravo Émile. Tu as été le génie de ce match, car tu as fait un énorme match. C'est fabuleux. Oui. J'entends. Regardez Patrick, regarde l'action. Delo qui fait une sautée, qui donne à Sadourny, qui donne à Émile, qui rentre dans la défense et qui marque. Superbe. C'est bon le rugby. Peut-être 29 pardon, 15, oui. Et Allier 22 à 15. Et c'est fini. C'est terminé. Voilà. Victoire de la France face à l'Écosse. 22 à 19. N'oubliez pas le télé-rugby de 11h demain. Merci de nous avoir suivis et vive la France. Et c'est ce match-là, le dernier, où on sent qu'il peut se passer quelque chose et qu'il se passe quelque chose, grâce à Emile Ntamak, il faut le rappeler, parce qu'on gagne à la dernière minute sur un essai de Milou contre l'Écosse. Et là, je peux te dire que ça nous libère. Ça nous libère parce qu'on n'était pas bien, on sentait qu'on pouvait passer à côté de quelque chose de fort. Ça aurait été une catastrophe pour nous, ouais, parce qu'on s'était préparé comme des dingues, il y avait un groupe extraordinaire. On passe le quart de finale de façon, je dirais, pas aisée, mais en tout cas sans anicroche, avec une vraie supériorité. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les Bleus de France ont le triomphe modeste. Ils ont gagné, d'accord, il n'y a que le résultat qui compte, d'accord, mais pour le reste, il n'y a pas de quoi pavoiser. Pendant trop longtemps, le match s'est résumé en un duel d'artilleurs. À la mi-temps, égalité, Lacroix 12, Elwood 12 aussi. Pour voir les Français se transformer en hommes d'action, il faut attendre les toutes dernières minutes du match. Voilà, balle dans les pieds de Marc-Sillon qui part, soutenu par Benazi. Ballon pour Aubin Weber pour Christophe Delo qui a redonné derrière lui pour Weber pour Thierry Lacroix qui change de côté et ça repart avec Lolo Cabane, elle est bonne qui repart à l'intérieur, Lolo Cabane qui redonne maintenant sur Olivier Roumat qui n'a pas pu rester debout. Attention là, il y a 2 Irlandais hors jeu. Balle oui pour Weber, derrière lui pour Christian Califano pour Marc-Sillon. Et c'est Philippe Saint-André, et c'est on va ouvrir derrière avec Hogan. Voilà, Elwood, Bell qui a fait semblant de croiser, qui a donné à Oshie. Oshie libère son ballon. Voilà, Hogan pour Moline pour Goegan, interception d'Emile Ntamak, Emile, cours Emile, vas-y, Emile qui part vers la ligne de touche, il va marquer l'essai, c'est fait. Voilà l'essai d'Emile Ntamak. Alors déjà qu'il était en train de devenir la star de cette Coupe du Monde, voilà qui va encore augmenter sa situation. Le fait que tout le monde maintenant le regarde avec beaucoup d'intérêt. C'est lui qui marque contre l'Écosse, c'est lui qui marque ici le 2e essai des Français. La France rencontre le pays hôte, l'Afrique du Sud, en demi-finale. 60 000 personnes assistent à ce choc, quand les éléments s'invitent à la fête. Quelques heures avant le coup d'envoi de cette demi-finale, on entend un énorme bruit, on croit qu'il y a un immeuble qui s'est effondré, et en fait c'est un orage gigantesque qui arrive, le ciel est noir derrière nous, et en une fraction de seconde, un déluge s'abat sur nous. Donc on a fait venir les fameuses dames qui ont poussé avec des serpillères l'eau autant que faire se peut, parce que moi je suis allé sur le terrain, il y avait des endroits où l'eau couvrait la cheville quand même. J'ai inspecté le terrain, c'était dangereux. On a repoussé le coup d'envoi. Et si la rencontre ne se joue pas, l'Afrique du Sud perd tout. Le règlement était simple. Si le match n'était pas joué, la France était automatiquement qualifiée.
car les Sud-Africains avaient eu des joueurs expulsés auparavant. Chacun va faire en sorte que ce match soit disputé, parce que je pense qu'il, s'il est annulé, il peut y avoir une émeute, et en tout cas, ça ferait une affaire politique en Afrique du Sud. Nous, on est prêts à jouer, on a été préparés pour ça, on se sent bien, on se sent fort, et c'est vrai qu'on même cet élément-là, il ne vient pas nous perturber, donc on attend. On buvait le café dans les vestiaires du Kings Park de Durban. Bon, il faut repartir, faire redescendre l'adrénaline pour la faire remonter. C'était compliqué. Les deux équipes voulaient jouer. En toute équité, la France ne voulait pas gagner sur tapis vert. Ils ont été super. Et j'ai promis aux deux capitaines et aux deux entraîneurs que si on commençait le match, on irait jusqu'au bout. La rencontre débute avec 2 heures de retard, dans des conditions dantesques. Il y a du combat, il y a beaucoup d'en avant, c'est haché parce que le terrain est gras, il y avait des flaques de 7-8 mètres, il y avait des endroits, c'était injouable. Le ballon, il arrivait, il tombait dans la flaque comme ça, il s'arrêtait net. Il n'y avait pas de dribbling. Personne ne pouvait faire de 3 passes parce que le ballon était hyper glissant. Donc il y avait beaucoup d'intimidation, beaucoup de recherche d'espace, de pouvoir jouer chez l'adversaire et de le mettre à la faute pour marquer 3 points. 35e minute, les Box prennent le large après un essai de Kruger. Turning with Bisa. Try awarded. À la mi-temps, ils mènent 10-6. Mais la persévérance des Français épuise les Sud-Africains. Le temps passe, voilà, c'est sûr qu'on est derrière, on n'est pas loin, mais on est toujours derrière et on voit que les Sud-Africains gagnent du temps, se dégagent comme ils peuvent, mais finalement on arrive rapidement à réinvestir le camp, à les mettre sous pression. Mais voilà, le temps défile et c'est vrai qu'il nous faut marquer des points, on n'a pas arrivé à franchir encore cette ligne. Par 2 fois, les Français sont tout prêts d'y parvenir, mais par 2 fois, M. Bivan leur refuse l'essai. Taylor puts up the testing kick. That's a real beauty. Chance here for Intermac. Nope, knocked on. Well, the French really threatening for the first time in this half. Je sais que moi, sur le coup, ça ne m'avait pas frappé. Ce qui m'avait frappé, en revanche, c'est qu'on accorde un essai à Kruger qui visiblement n'y est pas. Il le dira lui-même plus tard. Moi, c'est plus ça qui m'a choqué. Et puis l'arbitrage de Bivan dans les dernières mêlées, quand les Français étaient en train de pousser les Sud-Africains sur leur ligne, là, je pense, peut-être pas un essai de pénalité, mais en tout cas, il y avait davantage de pénalités à siffler. M. Bivan ne l'a pas fait. Les Français accusent toujours un retard de 4 points. Quant à 2 minutes du terme de la rencontre, Christophe Delot allume une chandelle. Galtier to Delors. Joubert underneath it, under pressure from the centres. The pick-up by Benazi. No try. Oh, what drama here at the end of this game. Abdel Benazi caught that ball and drove on towards the South African line. Et ce jour-là, Saint-André me barre la route, un partenaire, et je tombe comme une masse sur place, alors que le sol était hyper glissant et je pouvais faire au moins 2 mètres en glissant. Mais ce jour-là, je tombe net. Vous l'avez marqué, cet essai ou pas? J'ai encore la ligne entre les yeux et le ballon dessus. S'il y avait eu un arbitre vidéo, je ne pense pas qu'il aurait pu voir quoi que ce soit. Parfois, l'arbitre doit prendre une position et avoir l'air d'être sûr de lui, alors qu'au fond, il n'est pas si sûr. Mais pour cette décision, je peux dire que j'ai pris la bonne décision, oui. Et que si j'avais à la reprendre, je ferais exactement pareil. Pressure from the French scrum. And Strunsky gets the ball safely away. The players look towards Derek Tarrant, the referee. And the Springboks, in their first World Cup, have made it through to the final. Ça hurle. Lacroix, je me rappelle qu'il dit Abdel a marqué, voilà, je l'ai vu, machin et tout ça. Tout le monde hurlait, personne ne voulait de cette défaite. Mais c'est vrai qu'on avait de la colère parce qu'on s'était rendu compte finalement que l'arbitre n'avait pas voulu qu'on gagne. Il refuse 3 essais avec des excuses à chaque fois bidons. Et c'est vrai que ça avait été compliqué. Et je me lève et je dis je n'ai pas marqué. Pour qu'on puisse arrêter cette souffrance.
et pour se basculer sur le match d'après qui était dans 3 jours contre les Anglais qui nous mataient depuis 5 années chez nous et chez eux. On ne les avait pas battus depuis 90. 5 jours plus tard, les hommes de Berbizier battent les Anglais et finissent 3e de la Coupe du Monde. Lancé de Jean-Michel Gonzalez. Allez, la conquête, une très bonne conquête, on s'organise. Elle est chère cette balle. Olivier Merle, superbe prise de balle de Merle. Et le Mol, et on avance, on essaie d'avancer dans l'axe. On avance, les Anglais reculent. Ils essaient d'attirer les Français vers la touche. Ballon pour qui? Et notre essai. Essai, oui. Essai français. Voilà, le temps réglementaire de ce match est donc terminé. 5 points d'avance. Les arrêts de jeu ont commencé avec un petit côté là-bas, peut-être l'essai. Pour Mileta, essai. Olivier. Il y a Carling qui m'a donné son maillot, il faut que tu ailles l'échanger. Il viendra. Louis Carling me demande, il me dit où vous faites la fête, et on avait un bar prévu pour ça, et là les Anglais sont venus et on a fait une fête, un truc monstrueux. Parce qu'en plus la Coupe du Monde était finie jusqu'à 4-5 heures du matin. Les premières lignes faisaient des mêlées avec la première ligne française. Ils avaient bu 10 tonneaux de bière chacun. Ils parlaient pas anglais, les autres parlaient pas français. Mais bon, ils se comprenaient, ils faisaient des mêlées et tout. Et puis bon, une soirée exceptionnelle. Ils assistent à la finale Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, à l'Ellis Stadium de Johannesburg, plein à craquer. À l'ultime minute de la prolongation, un drop de Joël Stransky permet à l'Afrique du Sud de mater les Blacks, 15-12. L'Ellis Stadium explose de joie. Et on a compris pourquoi on a perdu la Coupe du Monde. Toutes ces questions qui nous hantaient pendant la semaine, pour moi, sont évacuées le jour de la finale parce que ça dépassait l'événement sportif. Ce pays avait besoin de ce titre pour se réconcilier avec lui-même. Le fair-play d'Abdel Benazi a touché Nelson Mandela. Il écrira même au héros français pour soulager sa peine. Nous vous remercions Abdel pour votre remarquable esprit sportif et les sentiments que vous éprouvez pour notre nation. Nelson Mandela. Voilà. Quand vous avez ça, 20 ans après, je l'ai montré à mon fils qui n'était pas né pour lui montrer ce que c'est les valeurs du sport. Ce n'est pas être champion du monde ou être le meilleur, c'est un état d'esprit, un mode de vie. Moi, cette Coupe du Monde m'a procuré beaucoup de bonheur, simplement. Et sincèrement, en tant que joueur, en tant que capitaine, j'aurais préféré être champion du monde que de voir cette liesse du pays qui était magnifique, qui était exceptionnelle, qui était fantastique. Mais quand tu es un compétiteur et que tu te prépares pendant 4 ans pour une Coupe du Monde, d'avoir la médaille de bronze, tu ne peux pas t'en contenter. Christophe Dominici est parti. Christophe Dominici a pris le ballon. Il va passer. C'est français. Et c'est de Christophe Dominici, c'est un génie.